Bien, donc je vais effectivement terminer cette journée en abordant un sujet qui est très médiatisé, qui est celui de la blockchain. Et donc je vais tenter de répondre à la question posée, à savoir est-ce ou pas une solution en termes de protection des données. Donc, pour revenir sur le caractère éminemment médiatique de la blockchain, si vous regardez l'ensemble des titres, des journaux, des bandes dessinées, des grands titres de la presse, on se rend compte qu'il y a une sorte d'enthousiasme gigantesque autour de la blockchain, dont on évoque le fait qu'elle va changer le monde, qu'elle va permettre d'ubériser Uber. On verra comment dans un tout petit instant. Donc il y a à la fois une promesse technologique, mais aussi une promesse sociétale derrière la blockchain, qui relève d'une idéologie qu'on pourrait dire ou taxer de libertaire, puisque l'idée fondamentale derrière la blockchain, et on reviendra dans un tout petit instant sur ce que c'est de manière un peu plus précise, même si on rentre pas dans tous les détails, c'est de permettre de supprimer les intermédiaires. Donc pour la profession qui est la vôtre, qui est la profession bancaire, supprimer les intermédiaires, c'est quelque part vous déclarer la guerre et finalement dire que vous n'avez plus de raison d'être. Donc évidemment, c'est une des raisons majeures pour lesquelles toutes les banques se préoccupent de ce sujet, parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit bien souvent. Et donc dans le cas présent, il est clair qu'une des raisons majeures pour lesquelles l'ensemble des établissements financiers et bancaires se posent la question, c'est qu'évidemment, il en va potentiellement de leur survie. Donc, quand on regarde un tout petit peu ces sujets, on se rend compte que le monde bancaire a effectivement commencé à s'intéresser au sujet à travers la création d'un certain nombre de consortiums. L'Assemblée nationale et le Sénat ont organisé au printemps dernier un colloque sur le sujet de la blockchain. Le MEDEF s'y intéresse, le World Economic Forum, et puis bien évidemment les États et puis les entreprises telles que la mienne notamment, qui évidemment se posent la question de savoir comment on peut mettre à la disposition des entreprises, quel que soit leur domaine d'action, des technologies autour de la blockchain. Donc ceci étant dit, et je reviens sur cette question qui est la question de la désintermédiation, c'est bien sûr le fait que si on prend des sociétés comme Uber, Airbnb, Blablacar, etc., toutes ces sociétés sont des sociétés qui sont des sociétés intermédiaires dans la relation entre un client et un fournisseur, que ce soit un citoyen et un taxi ou un VTC, etc. Et donc ces intermédiaires ont comme mission de garantir une certaine forme de confiance entre celui qui est potentiellement un indépendant, vous quand vous allez louer votre appartement, votre maison via Airbnb, ou vous si vous avez envie un jour de devenir conducteur de VTC, et le client final. Et donc finalement c'est cette plateforme d'intermédiation qui joue ce rôle d'établissement de la confiance entre deux personnes ou deux entités. Et donc, bien sûr, il y a la question centrale posée derrière l'existence de ces plateformes, qui est d'ailleurs une question qui, évidemment, peut être une question interpellante pour la profession bancaire, qui est finalement la question de la captation de la valeur, puisque finalement l'intermédiaire se fait rémunérer pour jouer un rôle qui, pour un certain nombre de cas, consiste essentiellement à avoir une bonne application, des capacités à stocker des données dans le cloud, et puis finalement arriver en disant puisque j'ai ça, je vais mettre en relation des gens, donc je prends 10, 15, 20% du montant de la course, ou 10, 15, 20% du montant de la location. Et donc bien sûr, il y a cette captation de la valeur par un seul acteur, et donc bien sûr la question que tente au moins conceptuellement de résoudre la blockchain, c'est de concilier ces avantages de mise en relation de deux personnes,
dans une logique qui, dans le cas de la blockchain, peut devenir une logique pair à pair, c'est-à-dire que je suis en relation avec la personne qui conduit la voiture, ou je suis en relation avec la personne qui loue son appartement, directement, sans avoir à payer l'intermédiaire. Donc la blockchain, pour essayer de la résumer de manière à peu près synthétique, qu'est-ce que c'est? Donc c'est essentiellement une technologie de stockage qui, pour faire référence à un métier qui est très proche du vôtre, qui est le métier de la comptabilité, s'appuie sur la notion de grand livre de compte. Donc en fait, cette idée selon laquelle, dans un grand livre, on a le droit d'entrer des transactions, d'entrer un certain nombre de lignes, mais on n'a jamais le droit de supprimer des informations. Et donc, si on veut supprimer ou annuler une transaction, on est obligé de faire une écriture comptable qui permet effectivement d'annuler la transaction. Donc, le principe fondamental derrière la blockchain, c'est un principe qui est très très proche de cette notion de grand livre comptable. Avec donc la capacité d'avoir un certain nombre d'ordinateurs qui collaborent au maintien en conditions opérationnelles de ce grand livre, en ayant la possibilité d'y stocker des éléments de toute nature. Ça a pu être des éléments de nature monétaire virtualisés à travers une approche telle que le Bitcoin, qui en fait a été à l'origine historique de la blockchain, mais ça peut être des contrats, ça peut être des titres de propriété, ça peut être des œuvres d'art, ça peut être énormément de choses. Et donc, ce qui est intéressant dans cette blockchain, c'est qu'on va, à travers des technologies de chiffrement, faire en sorte que les transactions qui sont enregistrées dans ce grand livre qui se manifeste sur le plan informatique comme étant une chaîne de blocs, donc en fait, on va avoir un certain nombre de blocs qui sont reliés entre eux et on va permettre de garantir la validité de ces transactions à la fois par l'utilisation d'un certain nombre de dispositifs de chiffrement et à la fois par ce qu'on appelle un algorithme de consensus, c'est-à-dire qu'en fait, l'ensemble des machines qui constituent physiquement la blockchain derrière vont devoir se mettre d'accord sur le fait que tout le monde est d'accord pour que la transaction soit effectivement entérinée et stockée dans ce grand livre, en sachant que, et c'est une caractéristique importante de la blockchain, tout le monde a la même vision de ce grand livre, autrement dit, tout le monde a la même copie de ce grand livre. Et donc, plus il y a de membres dans la chaîne, plus grande est la qualité de confiance, puisque globalement, il y a de plus en plus de copies valides. Et donc, on va protéger ces informations à travers un mécanisme d'horodatage et un mécanisme de signature numérique. Donc, on va avoir une base de données qui va être évidemment partagée et distribuée, c'est-à-dire qu'en fait, elle n'est pas hébergée par un serveur unique, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de maître. Et donc, un des éléments, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de dérives de type libertaire derrière, c'est qu'en fait, on est dans une logique sans Dieu ni maître, dans laquelle, finalement, il n'y a plus une seule entité qui gère la totalité de la blockchain. Donc, on est dans une logique où on repose sur du consensus, et d'une manière générale, on va remplacer en quelque sorte la confiance par le chiffrement. Ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, la blockchain est née de Bitcoin. Donc, je ne vais pas faire tout l'historique de la blockchain parce qu'on pourrait y passer des heures, mais ce qui est intéressant, c'est que la blockchain a évolué relativement récemment à travers quelque chose qu'on peut appeler blockchain 2.0, qui est cette idée toute simple qui consiste à dire, au lieu simplement de stocker des transactions en séquence, qui étaient essentiellement au départ des informations de paiement, donc la logique de Bitcoin, on s'est dit, finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas stocker d'autres éléments dans la blockchain et typiquement y inclure une notion de contrat numérique. C'est Lawrence Lessig qui dit « The code is law ». Donc on peut potentiellement imaginer de dire qu'on peut représenter n'importe quel contrat au sens juridique du terme par des lignes de code. Et donc, en fait, l'idée sous-jacente derrière cette notion de smart contract, c'est de dire je suis capable, à un moment, sur la base d'un événement, sur le fait qu'on ait dépassé un seuil, sur le fait qu'il se soit passé telle ou telle chose, d'exécuter un contrat qui, en fait, va se matérialiser par des lignes de code qui sont stockées dans la blockchain et qui vont permettre non seulement donc de stocker des informations, mais également, sur la base d'un certain nombre d'éléments, de pouvoir, le cas échéant,
exécuter ce code et donc, de manière par exemple conditionnelle, réaliser ou pas une transaction. Pour donner un exemple, on peut parfaitement imaginer que dans le cadre d'un smart contract, on va par exemple dire si le taux de change de telle à telle monnaie dépasse tel seuil, alors automatiquement je vais déclencher une transaction de compensation du compte A vers le compte B. Bon, c'est un exemple tout bête, mais c'est un exemple qui est assez parlant, je pense, pour tout le monde dans la salle. Donc ce qui est intéressant dans cette évolution, c'est que par rapport à une blockchain initiale qui était la blockchain Bitcoin, on voit apparaître de plus en plus différents types de blockchains. Donc typiquement, une des blockchains aujourd'hui qui est de plus en plus fréquentée, si j'ose dire, elle s'appelle Ethereum. Et elle a comme objectif finalement de à la fois répondre à un certain nombre de limites de la blockchain originale qui était Bitcoin, mais aussi d'importer ou d'apporter de nouveaux types d'usages à travers notamment cette notion de smart contract. La possibilité, le cas échéant, de distinguer une notion de blockchain publique, ce qui était le cas initialement de la blockchain, il n'y en avait pas d'autre de la blockchain Bitcoin, avec des blockchains dites privées. Donc on pourrait imaginer typiquement, pour là aussi faire une allusion à la profession bancaire, de remplacer SWIFT, et donc tous les mécanismes de compensation interbancaire par une blockchain. Ce n'est pas du tout un exercice de style, et je sais qu'il y a un certain nombre de réflexions qui ont lieu dans ce sens. Dans ce cas-là, on est dans une logique qui est plutôt une logique de blockchain sur la base d'un consortium, où en fait, l'ensemble des banques membres de ce consortium vont effectivement se mettre d'accord sur le partage de ce grand livre, mais ce grand livre va être, entre guillemets, privé au sein du consortium, et donc n'appartiendra qu'à ce consortium, et ne sera pas nécessairement relié à un environnement complètement public. On peut effectivement relier des blockchains privées et des blockchains publiques, et c'est dans ce cadre-là qu'effectivement on permet de résoudre un certain nombre de problèmes, notamment en termes de respect de la réglementation et aussi en termes de respect de la vie privée. Pas tous, et on y reviendra. Donc, il y a un certain nombre de mécanismes qui sont prévus dans la blockchain pour obtenir le consensus, qui en général repose sur l'exécution d'un algorithme qu'on appelle en général Proof of Work dans le cas de Bitcoin, mais il y a d'autres types de technologies qui consistent essentiellement à exécuter des algorithmes qui sont extrêmement coûteux en termes de temps calcul pour permettre d'établir le consensus et permettre donc de faire en sorte qu'il ne puisse pas y avoir des sous-éléments de la blockchain qui se mettent d'accord entre eux pour finalement établir un consensus à 3 alors que la blockchain, il y a 10 personnes et finalement vivre leur vie de manière totalement séparée du restant de la blockchain. Dans tous les cas, cette évolution, c'est une évolution qui permet d'apporter à la blockchain une richesse fonctionnelle pour répondre à des besoins métiers qui n'étaient jusqu'à présent pas possibles avec la blockchain 1.0. Donc cette notion de smart contract dont j'ai parlé tout à l'heure, on va voir qu'elle pose un certain nombre de questions dans le domaine de la vie privée, mais même au-delà. Quand on regarde donc l'un des cofondateurs d'Ethereum, ce qu'il dit à propos de la blockchain et de la vie privée, ça c'est dans un livre blanc qu'il a publié il n'y a pas très longtemps, il dit que globalement, le prochain des défis de la blockchain est celui de la vie privée. Parce que c'est vrai que derrière la blockchain, il y a un certain nombre de dispositifs qui posent problème au niveau du respect de la vie privée. Je vais en donner un premier exemple, c'est celui du droit à l'oubli. Essayez de raisonner par rapport à cette notion de grand livre, dans lequel on enregistre tout, et si on veut défaire des choses, il faut faire une transaction de compensation. Bien sûr, la question du droit à l'oubli, dans le cas où on enregistre tout, pose problème, parce que ça veut dire qu'il faudrait être capable de faire revenir la blockchain à un état où elle était avant qu'on enregistre une information. Donc imaginez que, je ne sais pas, dans la blockchain, on stocke un peu tout et rien, des images, y compris potentiellement des images pédopornographiques, pour prendre cet exemple-là, un exemple sur lequel évidemment les autorités judiciaires seront saisies. S'il fallait remonter la blockchain à avant le moment où ces images ont été enregistrées dans la blockchain, ça pose évidemment un problème majeur, parce qu'il est nécessaire en quelque sorte de faire ce qu'on fait classiquement en informatique, c'est-à-dire restaurer une sauvegarde, une vieille sauvegarde, se mettre donc à l'état où était la blockchain avant, et puis petit à petit réinsérer toutes les transactions ne comportant pas l'insertion de ces images pédophiles. Donc, c'est évidemment une question qui est complexe à résoudre dans le cas de la blockchain. Et puis évidemment, vous avez probablement vu la loi Le Maire qui pose le principe de cette notion de mort numérique
on a la possibilité éventuellement de faire disparaître le patrimoine numérique d'un mort, le cas échéant, si c'est ce qu'a prévu son testament. Et évidemment, le problème se pose de la même façon. Donc, ça c'est l'exemple que j'indique ici. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme solution par rapport à cette question? Alors d'abord, contrairement à la blockchain Bitcoin, où tout le monde peut joindre la blockchain en question parce que c'est une chaîne publique, si on utilise la blockchain pour obtenir un consensus et que cette blockchain, elle est, entre guillemets, gérée, parce qu'évidemment, il y a la question du gouvernance des blockchains qui est une question extrêmement importante, on peut tout à fait imaginer que certains types de transactions auront la possibilité d'être vérifiées avant d'être insérées dans la blockchain, typiquement l'insertion des images pédopornographiques dont je parlais tout à l'heure, pour éviter qu'on ait, entre guillemets, à redéfaire ce qui a été enregistré. Donc il y a cette notion de contrôle a priori de ce que l'on insère dans la blockchain. Une autre solution, qui est peut-être plus élégante, c'est d'utiliser la blockchain à des fonctions de gestion de la confiance et d'horodatage des transactions, mais de faire en sorte qu'éventuellement, on aille pointer vers des informations extérieures, par exemple dans une base de données, de telle façon que si, pour une raison ou pour une autre, on demande à travers une saisine judiciaire quelconque de retirer des informations, ou tout simplement parce qu'il faut de toutes les manières retirer cette information, on peut simplement avoir dans la blockchain une liste de pointeurs vers des informations qui sont stockées en dehors de la blockchain, et à partir de là, si on supprime l'information, le pointeur est encore dans la blockchain, mais il pointe sur rien, et donc on peut sur le plan applicatif simplement dire, à partir du moment où on ne retourne rien, ça veut dire que l'information a été supprimée. Donc, il y a des solutions telles que celle-là, et puis il y a évidemment des solutions qui reposent sur le chiffrement, en sachant que dans la blockchain, il y a un élément qui est absolument capital, c'est qu'à partir du moment où, pour une raison ou pour une autre, on perd la clé, là, on a un énorme problème, qui est encore plus grave dans une blockchain que dans n'importe quel autre contexte, c'est qu'à partir du moment où on a perdu la clé, on n'a absolument plus le moyen d'aller récupérer la moindre information, et donc s'il s'agit effectivement de chiffrer à nouveau, dans les dispositifs classiques de chiffrement qu'on utilise habituellement, si la clé a été perdue, on peut éventuellement rechiffrer les données. Là, ça nécessite, dans la réalité, de pouvoir rechiffrer des données sur lesquelles on n'a plus accès et pour lesquelles on n'a pas le droit de mettre à jour la blockchain au sens classique de mise à jour d'un enregistrement dans une base de données. Donc, toutes les technologies classiques de surchiffrement ou rechiffrement ne sont pas accessibles dans un tel environnement. Un autre élément important, j'ai parlé de smart contracts, en fait l'idée tout simplement c'est de dire j'ai une blockchain dans laquelle je vais stocker des contrats qui contiennent du code que je vais exécuter. Donc, dans un environnement tel que celui-là, par défaut, les smart contracts sont publics, les données qui sont envoyées vers les smart contracts sont également publiques. Ça veut donc dire qu'en fait, puisque mon smart contract va jouer en quelque sorte une notion de tiers virtuel de confiance, évidemment, c'est un peu compliqué à partir du moment où le code, les données et potentiellement l'argent, s'il y a de l'argent qui circule, sont publics, parce qu'évidemment, ça peut conduire à un certain nombre de choses désagréables. Par exemple, avoir une information sur les actions sur lesquelles vous investissez, sur les risques que vous cherchez à couvrir, voire même, parce que c'est tout à fait possible, intercepter un ordre à un smart contract avant même que le smart contract soit exécuté, et donc vous donner potentiellement la possibilité d'exécuter un ordre avant terme. Donc évidemment, dans tout un tas de circonstances de trading, même s'il n'est pas haute fréquence, on peut avoir évidemment des problèmes extrêmement importants. Donc concrètement, il y a quelques pistes qui sont possibles pour résoudre cette problématique au niveau des smart contracts. La première piste repose sur ce que l'on appelle des preuves à divulgation nulle de connaissances. Donc en fait, ça veut dire simplement qu'on a la possibilité pour un utilisateur de la blockchain de prouver qu'il connaît un secret sans pour autant avoir la nécessité de divulguer quoi que ce soit. Donc ces éléments sur le plan technique existent depuis maintenant plusieurs années et ils sont en cours d'exploration de manière, soit dans des projets de recherche, soit de manière qui commence à être pré-industrielle. Dans le cas de la blockchain, donc il y a un certain nombre de projets. J'ai cité notamment un projet qui s'appelle le projet Hawk, qui permet effectivement de donner à la blockchain l'accès à ce type de technologie. Si on essaye de regarder un tout petit peu une feuille de route un peu générale sur l'évolution de la blockchain en matière de respect de la privacy et donc respect de la vie privée d'une manière générale.
On va bien sûr pouvoir commencer à utiliser de plus en plus massivement des données chiffrées sur des blockchains publiques ou privées. On va avoir l'apparition de blockchains privées d'entreprises ou de consortiums, etc., qui vont permettre en fait d'isoler une blockchain par rapport à une blockchain qui serait purement publique. Et puis, dans les prochaines années, on peut penser qu'on va commencer à avoir des solutions techniques beaucoup plus élégantes qui reposent sur ce que l'on appelle du chiffrement homomorphe. C'est un mot très mathématique, en l'occurrence, c'est très grossier, si j'ose dire, qui consiste tout simplement à dire qu'on est capable de faire des opérations mathématiques sur des données chiffrées sans pour autant posséder la clé. Autrement dit, je suis capable de chiffrer A, de chiffrer B. Je vais être capable de calculer A plus B sans pour autant avoir la clé, et donc en calculant le résultat de manière toujours chiffrée. Donc ça, c'est évidemment quelque chose d'extrêmement important pour la blockchain, mais au-delà de ça, pour le cloud et tout un tas de technologies, en sachant que le gros inconvénient des technologies de chiffrement homomorphe, qu'elles soient partielles ou totales, c'est qu'elles sont très, très consommatrices en termes de ressources de calcul. C'est-à-dire que pour du chiffrement homomorphe complet, on a en gros un temps de calcul qui est exponentiellement proportionnel à la taille de la clé de chiffrement. D'où, aujourd'hui, les limites dans l'utilisation de ce type de technologie. Pour autant, on commence à avoir, sur des opérations mathématiques relativement simples, et même sur des algorithmes un peu plus sophistiqués de type apprentissage statistique, ce qu'on appelle en anglais du machine learning, un certain nombre de solutions techniques qui commencent à apparaître. Donc nous, dans ce domaine, on fait pas mal de choses, à la fois parce qu'on met en place une approche de type blockchain as a service, qui permet effectivement de répondre à la fois aux besoins expérimentaux et aux besoins pré-industriels d'un certain nombre d'entreprises, l'objectif étant de disposer de ressources dans le cloud pour, en fait, si j'ose dire, commencer à jouer avec la blockchain. Donc, on a commencé à travailler et à établir toute une série de partenariats, et en particulier, vous avez probablement vu cette annonce, un partenariat avec le consortium R3, où en fait, l'implantation blockchain as a service de Microsoft a été choisie comme l'implantation préférée et de référence dans le cadre du consortium qui regroupe aujourd'hui une quarantaine parmi les plus grandes banques dans le monde. Donc, c'est à la fois l'intérêt, ça démontre l'intérêt de toutes les banques pour le sujet de la blockchain, et ça démontre également la capacité que l'on a à collaborer avec l'ensemble de l'industrie dans ce domaine. Donc aujourd'hui, la blockchain est disponible dans l'environnement Cloud Azure à travers toute une série de différents types de blockchain. Donc en fait, on n'est pas marié avec une blockchain par rapport à une autre. Globalement, toutes les blockchains sont admises et on les accueille très volontiers dans notre environnement cloud. Donc c'est une liste de tout ce qui est disponible. On a un certain nombre d'outils de développement qui permettent de développer notamment des smart contracts dans le cadre de la blockchain, parce que évidemment cette question de développer des smart contracts, c'est un élément extrêmement important, parce que fondamentalement la valeur business, elle va être créée à travers ces smart contracts, même si la blockchain constitue un support, il faut évidemment avoir du logiciel à exécuter derrière. Et donc on voit une évolution depuis la blockchain 1.0, purement Bitcoin, vers une blockchain 2.0 et cette notion de smart contract, et ce que nous, aujourd'hui, on commence à appeler la blockchain 3.0, dans lequel on va disposer d'un certain nombre de briques logicielles, et en particulier d'un élément tout à fait central, qu'on appelle les cryptlets, qui, comme leur nom l'indique pas forcément, permettent de chiffrer tous les échanges avec un smart contract, et avec comme caractéristique quelque chose de très original, c'est que tout ce qui concerne l'exécution de ce smart contract ne va pas se faire de façon totalement aveugle dans un gros data center, dans le nuage, etc., etc., mais en fait dans ce que Intel appelle des enclaves. Donc en fait, une enclave, c'est une partie très particulière d'un processeur Intel au sein de laquelle les données entrent de manière chiffrée, le code qui est exécuté entre de manière chiffrée, et le résultat sort de manière chiffrée. Le seul endroit où on a connaissance des éléments non chiffrés est dans une enclave qui est protégée au sein de ce processeur, et dont les clés de chiffrement sont des clés qui sont déposées
par le client, c'est-à-dire que nous, en tant que fournisseurs de services dans le cloud, on n'y a absolument pas accès. L'objectif étant, parce que c'est un peu la problématique de ces smart contracts, c'est qu'ils sortent finalement dans le cadre qui était évoqué ici, de la blockchain. Ils sont exécutés en dehors de la blockchain. Donc potentiellement, il y a rupture de la chaîne de confiance. Donc l'objectif qui est derrière ces technologies, c'est de faire en sorte qu'on puisse quand même exécuter des choses en dehors de la blockchain, parce que pour effectivement répondre à tous les enjeux en termes de respect de la vie privée, c'est nécessaire. Pour autant, l'objectif, c'est d'essayer de garder une chaîne de confiance dans laquelle les utilisateurs puissent continuer effectivement d'avoir confiance, même si on est sorti pour exécuter cette partie logicielle de la blockchain en tant que telle. Donc typiquement, l'idée de cette roadmap, c'est de faire en sorte qu'on puisse fournir des services de blockchain dans notre cloud Azure et faire en sorte que pendant ce temps, il y ait la possibilité, à travers l'utilisation de tout un tas de partenariats technologiques sur lesquels je ne vais pas insister, de commencer à jouer, si j'ose dire, avec la blockchain. Donc vous pouvez commencer d'ores et déjà aujourd'hui à le faire. Donc vous avez simplement à vous inscrire, à installer une blockchain sur Azure. Tout ça, c'est disponible depuis GitHub. Donc ça veut dire qu'en fait, vous avez toute une série d'artefacts et potentiellement de modèles de smart contracts qui sont disponibles dans GitHub, donc en open source, c'est totalement accessible. Vous pouvez y jouer avec différents modèles, et puis quand vous êtes prêt, vous pouvez commencer une véritable expérience sur ce sujet, qui consiste effectivement à travailler en vraie grandeur sur le sujet. Donc voilà essentiellement ce que je voulais dire sur le sujet de la blockchain.